quitter une personne toxique, quitter une relation toxique, comment faire pour partir de ce genre de situation, comment quitter ces personnes-là, comment quitter un pervers narcissique, une perverse narcissique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu des éléments qui peuvent aider à quitter une situation toxique, à quitter une personne toxique, que ce soit dans le milieu professionnel, amical, familial ou dans le couple. C'est aussi le travail que du coup j'ai fait avec mes coachés. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par prendre une séance de coaching avec moi, vous avez le lien de mon calendrier juste en dessous pour pouvoir réserver une séance de coaching avec moi et faire ce travail tout en étant accompagné, parce qu'on sait que quitter des situations toxiques, des personnes toxiques, ce n'est pas évident. Bien évidemment, il n'y a pas de recette miracle pour quitter une personne toxique, pour quitter une relation toxique, pour partir d'un environnement toxique. Il n'y a pas de recette miracle. Si on avait une, je vous la donnerais avec grand plaisir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a autant de manières de partir que de relations toxiques qui existent. Maintenant, je vais vous donner certaines clés, certains axes sur lesquels vous pouvez travailler. Si vous êtes dans cette situation où vous avez une personne toxique aujourd'hui dans votre vie, peu importe le domaine, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui travailler pour pouvoir réussir à partir? Quand je parle de travail sur soi, je parle de travail de développement personnel. Alors déjà, si jamais vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, si vous ne le savez pas, j'ai connu plusieurs relations toxiques, dont une en amitié. Et donc j'en ai fait en fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle mon témoignage sur les pervers narcissiques, que je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai également le lien de cette vidéo en description. Alors déjà, je voudrais commencer un petit peu par parler des différents domaines de vie dans lesquels on peut être amené à rencontrer ces personnes-là. Il faut savoir qu'en fait aujourd'hui, on estime à peu près 3% de la population qui sont pervers et perverses narcissiques. Ça peut nous sembler peu, mais c'est quand même 3 personnes sur 100. Et selon les statistiques, ce nombre en fait viendrait apparemment à augmenter dans les années à venir. Donc déjà, en fait, on peut rencontrer des personnes toxiques au travail. En général, au travail, c'est un petit peu, on va dire, le lieu dans lequel c'est le plus simple de partir. D'un côté, c'est pas évident parce que nos collègues de travail, on les côtoie tous les jours pendant la semaine, donc il y a de la récurrence. Et en même temps, l'avantage, si vous avez rencontré une personne toxique au boulot, c'est que il n'y a pas d'affect en fait à la base avec cette personne. C'est-à-dire que même si cette personne est peut-être passée du statut de collègue au statut d'ami, à la base, vous n'avez pas choisi cette personne pour être parmi vos amis. Vous étiez là sur votre lieu de travail. Si vous n'avez pas d'affect pour cette personne, c'est encore mieux parce que ça va être beaucoup plus simple de partir. Ensuite, on a les amis. Alors, forcément, plus la relation amicale est longue, plus c'est compliqué de partir, parce que forcément, plus on est attaché à cette personne. Plus on va être attaché à la personne, plus ça va être difficile de partir. Mais rien n'est impossible, les amis, bien évidemment. En tout cas, la relation amicale, c'est pas évident de partir. Par contre, l'avantage, c'est que des amis, on en a plein. Et c'est pas cantonné à une personne qui sera notre amie toute notre vie. Ensuite, on a du coup les relations familiales. Alors là, il n'y a pas de... Contrairement en fait aux amis ou aux collègues, il n'y a pas ce système de remplacement. Vous voyez ce que je veux dire? On peut remplacer une amitié par une autre amitié, un collègue par un autre collègue, même si bien évidemment chacun a sa personnalité. Maintenant dans la famille, ce qui se passe, et ce pourquoi c'est notamment difficile, c'est qu'en fait cette personne quelque part elle est irremplaçable, c'est-à-dire que on n'a qu'une mère, on n'a qu'un père, et après on a le couple. Et là le couple, souvent, c'est là où c'est le moins évident de partir. La personne sait en fait sur quel point précis appuyer pour que vous restiez dans la relation. En fait, c'est une personne qui connaît ce qu'on pourrait appeler entre guillemets vos points faibles, même s'il n'y a pas vraiment de points faibles, mais on pourrait dire qu'en fait cette personne elle va appuyer sur vos points faibles pour vous faire mal en fait et vous faire rester. Quand je dis vous faire mal, c'est qu'en fait cette personne elle va appuyer sur le manque de confiance que vous avez en vous, le manque d'estime que vous avez pour vous et le manque d'amour que vous avez pour vous-même. Mais ça de toute façon j'y reviendrai
J'y reviendrai juste après. Donc en fait, vous voyez, finalement, là où c'est peut-être le plus simple, c'est dans le boulot. Ensuite, ça va être l'amitié. Après, ça va être la famille. Et en dernier, ça va être le couple. En général, c'est là où c'est le plus enfermant. Après, chaque personne est différente, chaque situation est différente. Là, ce que je vous décris, c'est, on va dire, un cas un petit peu général. Déjà, la première question à vous poser, c'est quelle est votre relation idéale? Quelle est votre relation idéale avec vos collègues, au travail? C'est quoi en fait les relations idéales que vous avez envie d'avoir au travail? Quelles sont vos relations amicales idéales? C'est quoi en fait pour vous la définition d'une relation amicale qui est saine en fait? C'est quoi pour vous une bonne relation amicale? C'est quoi pour vous une bonne relation amoureuse? Et c'est quoi pour vous une bonne relation familiale? En fait, l'idée, c'est de prendre la relation qui vous correspond et vous demander, ben, dans cette situation, c'est quoi la relation idéale? Là, moi, je vais surtout vous parler du couple. Quoi, en fait, ma relation de couple idéale? À quoi ça ressemble, en fait? C'est quoi le quotidien avec cette personne? C'est quoi mon quotidien avec cette personne-là? Et à quoi ça ressemble, en fait? Quel est le quotidien avec cette personne? Qu'est-ce qu'on partage pas? Comment la relation se passe, en fait, tout simplement. Quels sont aussi pour vous les piliers d'une relation amoureuse saine? Et après, bah, la question, c'est de se poser, par rapport à la relation amoureuse que vous vivez actuellement, ou amicale, ou familiale, ou professionnelle, enfin, quels sont en fait les points de divergence? Quels sont les piliers qui sont pour vous primordiaux, qui ne sont pas respectés dans la relation actuelle? Et en fait, plus vous allez réaliser que la relation actuelle que vous avez avec cette personne n'a rien à voir avec votre relation idéale, plus vous allez vous autoriser à vivre le meilleur et donc à partir. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, moi, ce que je veux, en fait, c'est pas ça. C'est pas cette relation, moi, que je veux. À la base, quand j'ai signé pour... on signe pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai signé pour cette relation amoureuse, quoique si vous êtes marié, vous avez signé. Et si c'est dans le cadre d'une relation professionnelle, vous avez signé. En fait, l'idée, c'est de vous dire, mais en fait, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, en fait, c'est ça. Et donc, prenez une feuille et un stylo, ou tout simplement fermez les yeux et demandez-vous, en fait, c'est quoi cette relation idéale? À quoi elle ressemble? Et imaginez-la, en fait, cette relation idéale. À quoi elle ressemble, en fait? Et est-ce qu'elle ressemble à ce que vous vivez? Ça, c'est déjà une première question à vous poser. C'est quoi votre relation idéale? C'est l'imaginer, c'est l'écrire. Vous faites, on va dire, de la manière qui vous parle le plus. Et bah après, en fait, écrivez finalement tous les points qui sont totalement en désaccord avec votre relation idéale par rapport à la relation que vous avez aujourd'hui. Quelles sont les différences entre ces deux relations? Et donc, en fait, à ce moment-là, vous allez vous dire, mais moi, ce que je mérite, c'est cette relation-là. C'est la relation de mes rêves. Je mérite le meilleur. Alors, partant de là, il y a trois points. Il y a 3 points très importants à travailler pour pouvoir quitter une relation toxique. Le premier point, c'est la confiance en soi. Le deuxième, c'est l'estime de soi. Le troisième, c'est l'amour de soi. Déjà, on va parler du premier, donc qui est la confiance en soi. En fait, le problème des personnes toxiques, c'est que le problème de ces relations, c'est qu'en fait, elles font perdre petit à petit confiance en elles à leurs victimes. Elles font perdre en fait confiance en elles à leurs victimes. C'est-à-dire qu'en fait, la victime, elle se met à penser que sans cette personne, en fait, elle ne peut rien faire. Il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire. En fait, la personne toxique, elle va rendre dépendante sa victime d'elle-même, surtout dans les relations amoureuses. Je vous donne des exemples. Souvent, ça va être en fait de la dévalorisation par l'humour. Par exemple, ouh là là, quand on est en voiture avec toi, tous aux aguets, hein. Et puis hop, ça fait rire tout le monde dans la voiture et on fait passer ça sur le ton de l'humour. Et c'est pas parce que quelqu'un dit ça que c'est une personne toxique, mais c'est là justement en fait qu'est la subtilité, c'est que ce sont d'excellents manipulateurs et qu'en fait la plupart des gens se font berner et ne se rendent pas compte de la manipulation. Comme moi, ça a été mon cas pendant des années, et toutes les personnes victimes de pervers et perverses narcissiques et de personnes qui manipulent en fait de manière globale, c'est que c'est fait en fait tellement de manière insidieuse, comme en fait une araignée qui petit à petit tisse sa toile, qu'on ne le voit pas en fait arriver. Parce que c'est tellement en fait imperceptible que c'est très difficile à détecter. Et donc très souvent, en tout cas, elles vont faire en fait
perdre confiance en elles à leurs victimes parce qu'elles vont en fait les dévaloriser sur le ton de l'humour. Constamment. Constamment. Un petit peu tous les jours. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Imaginons que vous avez des invités à la maison et la personne toxique va dire à sa victime qui par exemple va préparer un dîner pour tout le monde, ouh là là, faites attention hein, avant de goûter parce que on sait jamais ici à quelle sauce on va être mangé. Elle a l'habitude de faire brûler tous les repas. Ha ha ha, c'est super drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on se doute pas derrière de la manipulation. Et encore une fois, des personnes bien intentionnées pourraient faire ce genre de remarques pour blaguer. Là, en fait, ce qui caractérise les personnes toxiques, c'est qu'en fait, c'est récurrent et c'est à répétition. Le problème, c'est que généralement, l'entourage ne vit pas, en fait, avec la personne toxique. L'entourage ne vit pas, en fait, avec le couple et du coup, ne se rend pas compte de la récurrence de ce type de remarques. C'est un petit peu ça le problème, souvent. Et c'est ce qui fait que, parfois, dans l'entourage, on ne s'en rend pas compte. Mais voyez, en fait, c'est tout ce genre de choses sur le fond de blagues. Et au contraire, parfois, la personne, potentiellement, va encenser son partenaire et dire à quel point il ou elle est génial. Donc, en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. Et surtout, la personne manipulée ne sait jamais sur quel pied danser, ne sait jamais à quelle sauce elle va être mangée. Parce qu'un jour, elle est fabuleuse, elle est incroyable, elle est géniale. Et le lendemain, on lui fait tous les reproches du monde. Et c'est ça, en fait, qui fait perdre, en fait, à sa victime toute la confiance qu'elle a en elle, finalement. Toute la confiance qu'elle avait en elle au départ. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bah oui, je suis capable, je peux m'en sortir sans cette personne, je suis capable d'élever mes enfants, d'élever en fait mes enfants sans cette personne, je suis capable d'élever mes enfants en étant un parent célibataire comme des milliers, mais des millions de parents célibataires sur cette terre en fait. Je suis capable d'élever mes enfants seule en étant en garde partagée, je suis capable de conduire, je suis capable de préparer des bons petits plats, je suis capable d'avoir des compliments dans mon travail, je suis capable de me faire des amis. Parce que souvent, ce qui se passe en fait dans ces cas-là, c'est que la personne en fait, elle nous isole. Elle nous isole, en fait, petit à petit, elle va nous dire du mal des personnes autour de nous. Elle va dire du mal de notre famille, elle va dire du mal de nos amis, elle va dire du mal de nos collègues, elle va dire du mal de cette nouvelle personne qui rentre dans notre cercle amical. Moi, la personne toxique que je décris dans ma vidéo de témoignage, qui était mon amie, à un moment donné, je me suis faite une nouvelle amie dont j'étais très proche et dont je suis toujours très proche aujourd'hui. Et elle me disait, ouh là là, mais fais attention parce que regarde, moi j'ai l'impression qu'en fait, elle se sert de toi, qu'elle est amie avec toi que parce que elle a besoin de toi, etc., etc. Regarde, elle te demande tout le temps des services. C'est pas vraiment de l'amitié ça, parce qu'en fait, elle se sentait menacée de son côté. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont essayer de nous isoler. Au début, ils vont le faire avec des personnes pas trop proches, parce que c'est ça qui est le plus simple, c'est les amis un peu éloignés, les gens que vous voyez pas souvent, puis petit à petit, jusqu'au cercle proche. Mais forcément, au début, en général, ils vont pas s'attaquer à la famille au début, parce que la famille, il y a ce truc sacré. Donc, dans le couple, ils vont venir plutôt s'attaquer aux amis un petit peu éloignés, puis aux amis de plus en plus proches, avant de commencer à s'attaquer à la famille. Alors pareil, la famille, ils vont commencer par la famille pas trop proche. Les cousins, cousines, les oncles et tantes, le frère ou la sœur à qui vous parlez pas trop souvent, avec qui vous êtes pas trop en contact, avec qui vous vous entendez pas trop parce que c'est une proie facile pour que vous vous éloigniez de cette personne. Jusqu'à carrément vous faire vous éloigner parfois de vos enfants et qui va en fait essayer de faire en sorte de vous séparer de cet enfant, de vous dire mais regarde, ta fille, ton fils fait telle et telle chose, c'est pas bien. Non mais regarde, je pense qu'il a besoin d'aller voir un psychologue. Je pense qu'elle est comme ci, je pense qu'il est comme ça. Et peut-être que si vous n'avez jamais été concerné par ce genre de choses, ça peut vous choquer. Et croyez-moi, c'est très choquant. Et quand on le vit, c'est extrêmement choquant. Extrêmement choquant. Moi, je peux vous dire, je suis tombée des nues dans des situations. Bref. Et en fait, c'est une espèce de dépendance qui se crée parce que, en fait, si vous n'êtes plus en couple avec cette personne, vous allez vous retrouver seul. En fait, cette personne, elle cherche à tout prix à vous isoler. Et j'ai eu notamment un cas d'une personne qui m'a contactée suite à ma vidéo YouTube et que j'ai eu au téléphone. Et c'était une maman. Et je vais vous raconter très rapidement cette histoire qui, moi, très sincèrement, m'a fait très mal au cœur. C'est une maman d'une jeune femme
qui doit avoir quelque chose comme peut-être 19 ans aujourd'hui, 19 ou 20 ans. Et en fait, sa fille s'est mise en couple avec un homme qui, en fait, du jour au lendemain, l'a coupée de toutes ses amies. Au début, c'est une relation qui a commencé quand la fille était au lycée. Et donc, elle s'est mise en couple avec cet homme qui était un tout petit peu plus âgé qu'elle et qui, en fait, l'a coupée petit à petit de ses amis, qui, en fait, après, l'a coupée de sa famille et ensuite l'a carrément emmenée avec lui. Et en fait, aujourd'hui, la fille en question n'a plus aucun contact avec son frère, n'a plus aucun contact avec ses parents, n'a plus de réseaux sociaux. Et en fait, il a réussi à complètement l'enlever en fait de son cercle, complètement, entièrement. Alors après, il y a aussi, je pense, l'âge qui fait que plus on est jeune, plus on est influençable. Plus on prend de l'âge, plus on s'affirme, heureusement. Et ça fait que on est un petit peu moins manipulable arrivé à un certain âge. Et encore que, je vois des personnes qui ont la cinquantaine et qui sont très influençables. Et qui sont en couple avec des personnes toxiques et qui sont très influençables. Donc voilà. Mais forcément, l'âge aussi est un facteur, je pense, aggravant en fait, et fait qu'on a plus cette propension à être une victime plus on est jeune aussi. Et en fait, cette histoire, elle m'a vraiment fait mal au cœur. Et en fait, elle montre que le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, si cette jeune fille, elle veut partir, en fait, elle finit par se dire qu'il faut qu'elle quitte son compagnon et qu'elle s'en va. Alors, sa mère, avec une envie, c'était de retrouver sa fille, vous imaginez bien. Mais d'un point de vue amical, aujourd'hui, elle n'a plus personne. Elle ne travaillait pas, d'ailleurs. Ce que me disait, en fait, sa maman, c'est que c'était lui qui travaillait. Et elle, en fait, elle était à la maison toute la journée. Elle avait des interdictions de sortir. Vous voyez, en fait, jusqu'où ça peut aller quand même. Donc, c'est très grave. C'est très grave. Et le problème, en fait, c'est qu'au début, on s'en rend pas compte. Et donc, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, bah oui, mais si j'ai plus cette personne, je vais me retrouver seule parce que ce sont en fait des personnes qui nous isolent. Ce sont des personnes qui nous isolent, des personnes éloignées et puis des personnes de plus en plus proches de nous. Et donc, si je reviens du coup à la confiance en soi, en fait, la confiance en soi, ça revient à dire, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie. Et donc, ça revient en fait à se rappeler des actions qu'on fait dans notre quotidien et pour lesquelles on est fier de nous. Je suis fière de moi parce que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je suis fière de moi parce que je poste une vidéo tous les jours. Je suis fière de moi parce que j'ai eu un succès dans mon travail. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à décrocher cet emploi. Je suis fière de moi parce que aujourd'hui j'ai réalisé une recette de cuisine que je n'avais jamais faite avant et c'était délicieux. C'est ça en fait. C'est ça en fait la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, elle provient de nos actions, des actions qu'on a faites. Et il y a cette phrase qui m'a été transmise par ma coach que j'aime beaucoup, qui est « Vis une vie où tes challenges d'aujourd'hui sont tes standards de demain ». C'est tes challenges d'aujourd'hui sont tes standards de demain. Ce qui aujourd'hui peut-être pour vous est un challenge et vous challenge dans votre quotidien, et bien demain ce sera votre standard. Moi quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était un challenge au début pour moi. Aujourd'hui, ça fait un mois, je crois, un peu plus d'un mois que je poste des vidéos quasiment tous les jours. Ça fait petit à petit partie de mes standards de poster une vidéo par jour. Et peut-être que dans un an, je prendrai peut-être quelqu'un pour me faire les montages. Et en fait, petit à petit, j'apprends à faire du montage, j'apprends à créer des miniatures. Et d'ici un an, je pense que ma chaîne YouTube sera totalement différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que j'aurai gagné en compétences. Parce qu'aujourd'hui, c'est un challenge de faire ça tous les jours. Et parce que demain, dans un an, dans 6 mois, dans un mois, eh bien, ce qui en fait est mon challenge deviendra mon standard. Et vous, c'est pareil en fait. C'est la même chose en fait pour nous tous, pour tout être humain. Dans peu importe le domaine de notre vie. Peut-être que vous avez commencé un sport, à un moment donné c'était un challenge parce que waouh, c'était super difficile pour vous. Et en fait, vous vous dépassez constamment chaque jour dans ce sport. Et peut-être qu'à un moment donné, quand vous poussiez des poids à la salle, c'était un challenge. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous arrivez à pousser X kilos, alors qu'en fait, au début, c'était un challenge de le faire. Donc voilà, et ça vaut vraiment dans tous les sports. Ça qui est chouette en fait dans le sport, c'est qu'on voit notre progression. On voit en fait notre progression au jour le jour, on voit notre progression chaque semaine, on voit notre progression chaque mois. Pareil, si par exemple vous courez, peut-être qu'avant vous faisiez 2 km, et puis après 3, et puis après 5, et puis après 10.
Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez faire un semi-marathon, puis un marathon, et puis que vous allez augmenter petit à petit votre vitesse. Voilà. Donc c'est ça en fait la confiance en soi, et ça il faut l'augmenter en fait. Ça il faut vous dire que oui, vous êtes capable de faire des actions sans cette personne. Et que non, cette personne en fait elle n'est pas indispensable à votre vie. À un moment donné, vous viviez sans cette personne. Vous avez vécu sans cette personne et vous avez accompli des tas de choses sans cette personne. Et bien ça continuera après cette personne. Tout simplement. Et même si c'est une personne que vous connaissez depuis la naissance comme un membre de votre famille, peut-être que vous connaissez cette personne depuis toujours, ça n'empêche qu'il y a plein de choses que vous avez réalisées sans cette personne. Voilà. Donc ça, c'est la partie sur la confiance en soi. L'estime de soi, en fait, c'est avoir conscience du chemin parcouru dans sa propre vie et s'estimer pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'estime de soi, c'est plus global que la confiance en soi. C'est pas juste sur une action. Ça va être en fait de manière globale, je m'estime en fait. Je m'estime, je connais mes qualités, je sais quelles sont mes qualités. D'ailleurs, je vous invite en fait à faire la liste de toutes vos qualités. À faire la liste de toutes les choses pour lesquelles les personnes vous estiment, pour lesquelles les personnes vous admirent. Même si cette personne vous a dit le contraire. Même si cette personne vous a dit que ouais, vous n'aviez pas vraiment de qualité quoi en fait finalement. Parce que c'est ça un petit peu qu'ils essayent de faire. Hein. C'est toujours de descendre en fait leur victime. Et donc c'est de faire la liste de vos qualités, de prendre conscience que vous avez des qualités et de vous estimer pour ces qualités. Parce que oui, vous avez un entourage, malgré que cette personne soit présente dans votre vie, ou vous aviez un entourage avant qui vous estimait. Et quelles sont vos qualités? Ça, c'est l'estime de soi. Et maintenant, je vais passer au plus gros, qui est l'amour de soi. C'est, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce genre de relation? C'est qu'en fait, on ne s'aime pas assez. On ne s'aime pas assez pour se dire qu'on mérite mieux. Moi, dans mon cas, dans cette amitié que j'ai vécue, je ne comprenais plus les comportements de la personne. J'étais dans le flou, j'étais en fait dans un brouillard total. Un jour, c'était ma meilleure amie, la fille qui était là pour moi, qui me soutenait dans mes projets. Et le lendemain, c'était la personne qui m'ignorait totalement, qui me mentait et qui faisait des actions qui étaient complètement incompréhensibles, qui étaient aux antipodes de ce qu'elle disait. Parce qu'en fait, ces personnes-là vous disent A et font B. Donc, il y a un problème, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et elles entretiennent, en fait, le flou, de toute façon, de manière consciente. Hein. Elles entretiennent un espèce de flou qui fait qu'en fait, vous savez jamais sur quel pied danser. Et en fait, parce que je ne m'aimais pas assez, parce que je n'avais pas cette conscience de me dire je mérite mieux, eh bien, je restais dans cette relation. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on s'aime? C'est, en fait, l'amour de soi, c'est faire de soi sa priorité. Toujours se faire en fait passer en priorité. Constamment, tout le temps. Ne pas faire passer les autres en priorité. Sauf si c'est votre bébé, sauf si c'est votre enfant, bien sûr. Mais mis à part si c'est votre enfant, qui a besoin de vous sans cesse parce que c'est un enfant, parce que c'est un bébé, vous faites toujours passer en priorité, constamment. En fait, c'est je suis ma priorité à 100%. C'est l'égoïsme positif. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo de l'égoïsme positif. C'est se faire constamment passer en priorité. C'est aussi accepter de ne pas être aimé par les autres. L'amour de soi, c'est en fait j'accepte que les autres ne soient pas contents à un moment donné que je leur dise que je veux pas sortir, mais en fait c'est pas grave parce que en fait moi j'aime ma solitude, j'aime parfois passer du temps avec moi-même, et s'ils sont pas contents, bah c'est pareil en fait. S'ils sont pas contents, c'est que c'est pas des gens qui sont faits pour être mon entourage. S'ils n'ont pas cette bienveillance vis-à-vis de moi pour comprendre qu'à un moment donné, ben j'ai envie de passer du temps seule et non, ça ne me dit pas d'aller au cinéma ce soir, ben en fait c'est tant pis pour eux. Et donc j'accepte qu'en fait quelque part ils ne m'aiment pas, j'accepte de les décevoir pour me prioriser moi. Et franchement entre nous, hein, on le sait très bien, des gens qui sont bienveillants et qui nous aiment, ils peuvent très bien comprendre que oui un soir en fait on est fatigué et qu'on n'a pas envie d'aller au cinéma. Et s'ils nous font culpabiliser parce qu'en fait on n'a pas envie de les voir, warning, faut se poser des questions, red flag. Faut vraiment se poser des questions, franchement. J'en ris, mais c'est un sujet qui est très sérieux. C'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Et l'amour de soi, c'est aussi se nourrir sainement sur tous les plans, c'est-à-dire nourrir son corps, mais aussi nourrir son esprit, de manière saine. Nourrir son corps, on le sait, hein, c'est qu'est-ce qu'on mange en fait, qu'est-ce qu'on donne à son corps. Le fait de fumer aussi quelque part, c'est de donner quelque chose à son corps qui n'est pas sain.
Le fait de boire de l'alcool, c'est donner à son corps quelque chose qui n'est pas sain. Le fait de prendre de la drogue, c'est donner à son corps quelque chose qui n'est pas sain. Et après, sur le plan intellectuel, c'est qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, quels sont les comptes Instagram que je suis, quels sont les comptes TikTok que je suis, combien de temps je passe sur ces plateformes par jour, et qu'est-ce que je consomme en fait sur ces plateformes. Si je regarde la télévision, qu'est-ce que je regarde à la télévision? Si je regarde Netflix, qu'est-ce que je regarde sur Netflix? Qu'est-ce que je regarde sur les plateformes de streaming de manière générale? Voilà, tout ça c'est qu'est-ce que je consomme en fait. Et me nourrir aussi sainement, c'est aussi les personnes que je côtoie. Hein. C'est l'entourage que je me crée hein, aussi. Parce que l'entourage, il a sur nous une influence qui est considérable. Hein. Au-delà d'une personne potentiellement toxique qu'on a dans son entourage, ou deux personnes toxiques si on a plusieurs, parce que souvent, quand on en rencontre une, on en rencontre plusieurs. Hein. Ça aussi, c'est le constat que j'ai pu faire dans les personnes que j'ai accompagnées, dans ma propre expérience aussi, dans ma propre histoire, c'est que quand on a connu une personne toxique, souvent on va en connaître une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième, jusqu'à ce qu'en fait, un jour, ça s'arrête. Parce qu'on décide d'arrêter, en fait. Donc l'amour de soi, c'est vraiment ça, c'est je me mets au sommet de ma pile de priorités. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il n'y a pas de recette miracle pour quitter une personne toxique. Ça demande une énorme dose de courage. Ça, j'en ai parlé dans les 2 ingrédients, dans ma vidéo qui s'appelle les 2 ingrédients qui sont pour moi en fait indispensables pour se développer personnellement. Ça demande en fait de la prise de conscience et ça demande énormément de courage. Voilà. Et cette force et ce courage, vous pouvez le puiser dans vos proches qui sont là pour vous, qui sont là pour vous accompagner. Il y a des associations aussi qui existent pour vous accompagner. Il y a des coachs qui sont là pour vous accompagner. Il y a énormément de personnes qui sont passées par là, qui sont là aussi pour vous et qui peuvent en fait vous aider dans ces situations. Et les premières personnes, ce sont vos proches. Ce sont vos proches. Donc il ne faut pas en fait avoir honte de vivre ça. Il ne faut pas en avoir honte. La personne qui devrait avoir honte, c'est toujours le bourreau, c'est jamais la victime. Les manipulateurs et manipulatrices sont extrêmement doués. Et la violence psychologique est difficile à détecter, encore une fois. Mais si vous vous retrouvez dans ces situations, vous n'êtes pas seul. Vous avez un entourage qui peut être présent pour vous. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous avez des associations. Vous avez des associations de victimes. Je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos. Vous avez des personnes que vous pouvez contacter. Et si jamais vous voulez un accompagnement, si jamais vous voulez peut-être simplement une séance de coaching, vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Voilà, priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a aucune situation qui est irrévocable. Si je m'en suis sortie, vous pouvez vous en sortir. Si des coachés à moi ont pu s'en sortir, vous pouvez vous en sortir. Il n'y a pas de fatalité. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.